Bon, merci tout le monde d'être venu dans nos beaux bureaux. Je m'appelle Cynthia, je suis VP du UX ici chez Shopify. Et puis, ça nous fait vraiment plaisir de s'associer avec Apéro UX. C'est un beau, très bel événement, en fait. Un bel événement, c'est difficile à dire comme il faut. Et ça nous fait plaisir de vous recevoir dans nos bureaux aussi. À chaque fois qu'on fait l'événement, on signe une personne. En fait, c'est mes statistiques de 1 pour 1 pour l'instant. Alors, j'espère garder ces belles statistiques de conversion. Nous, on embauche, évidemment. Donc, si vous êtes intéressés, venez voir notre site web, notre site de carrière. On recherche des designers de produits, des développeurs et plein de choses comme ça. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Jeff, il m'a demandé si j'avais des idées de compagnies qui avaient cru en l'expérience utilisateur dès leur fondation. Et je me suis dit, immédiatement, je pensais à certains de mes anciens collègues d'école. Donc, je suis très intéressée de savoir ce qu'ils auront à partager et ce qu'ils ont appris depuis toutes ces années. Mais ça nous fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez avoir une belle soirée et je passe le micro à Pamela qui va parler des commanditaires. Yes! Ando. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à notre première Apéro UX 2025. Donc, c'est un plaisir. Oh, excusez-moi. C'est un plaisir. Je parle plus fort. Donc, d'abord, je me présente, Pamela Rodriguez. Je fais partie de l'équipe Apéro UX, de l'équipe qui organise cet événement-là. Puis, aux côtés de Jean-François Poulain, Juliana Alvarez, Alizé, Alexandra, Alejandra, Alexis, puis Stéphanie, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Puis, voilà, nous sommes très heureux de vous présenter ces panels aujourd'hui du sujet de l'expérience utilisateur de l'expérience... Tu pourrais juste revenir au début? L'expérience PDG à l'expérience utilisateur. Donc, il y a un petit changement de programme, par exemple, et il y a un de nos intervenants qui ne pourrait pas être là aujourd'hui, malheureusement. Mais ce soir, j'aurai le plaisir vraiment de vous présenter. Alors, donc, je vous présente, c'est un plaisir de présenter la modératrice d'aujourd'hui, Carmen Bossé. Est-ce qu'elle est là? Oui, parfait. Est-ce qu'on commence à monter sur scène? Je peux commencer à monter sur scène? Bien ici. Pour monter, voilà. Suivi par Sam Vermette, designer, cofondateur, président, directeur général et Transit. Ensuite, nous avons François Pellin, vice-président du global Tencent. Il y en a aussi Sébastien Aymon. Oui, bonjour, de Nexus. Bonjour. Donc, petit déroulement de la soirée, juste pour vous dire le programme. Donc, on va commencer avec les panels, suivi par une période de questions. Puis ensuite, on va avoir un petit moment de réseautage pour échanger avec vos collègues et tout le monde. Et aussi, s'il y a des gens qui ont des offres d'emploi, justement, vous pourrez monter à la fin sur scène pour nous parler de vos offres d'emploi. Et bien sûr, merci à nos commanditaires pour notre événement d'aujourd'hui. Puis, avant d'oublier, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn puis sur Instagram. On partage souvent les événements qu'on fait en Apéro UX, mais aussi on partage aussi des offres d'emploi si jamais vous cherchez aussi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Un dernier petit point. On a un sondage à la fin pour tous ceux qui veulent partager en fait leurs intérêts parce qu'on cherche toujours des bons sujets de conversation puis de panel. Donc, n'hésitez pas, on est toujours ouvert à vous écouter. Sinon, on vous souhaite une très belle soirée. Hello. Testing. Merci d'être là ce soir. Puis ce que Juliana disait, c'est très vrai. En fait, issu d'une conversation qu'il y a eu ici entre Charlie Gideon, Alan aussi de Pragmatic Studios, dans un des sujets sur l'histoire du design UX à Montréal. J'ai eu l'idée pour ce sujet, alors j'ai pu approcher l'équipe de Apéro UX pour leur proposer, et nous voici ici ce soir.
Alors, je m'appelle Carmen Bossé. Je suis une ancienne designer UX qui est devenue maintenant, j'ai réinventé mon métier pour que ça soit centré sur l'expérience employée et la culture organisationnelle. Puis notre objectif ce soir, c'est de discuter autour de notre leadership, comment on peut se mettre dans une posture de changement, comment on peut être le changement qu'on a envie de voir dans nos organisations. Puis on a avec nous ce soir ces trois leaders dans leur propre organisation pour nous inspirer sur leur parcours puis leurs recommandations pour nous. Puis on espère que ça va être quelque chose de très tangible, que vous allez pouvoir repartir avec des actions clés pour pouvoir influencer votre pratique puis les façons dont vous travaillez. Théâtral. Ah oui, on est en train d'avoir un beau bronzage. Oui, c'est ça. La lumière, oui. Oui, ben c'était Alors, on va commencer. En fait, on va commencer avec vous. J'aimerais ça savoir, à lever la main, si vous êtes déjà dans une posture de leadership dans vos organisations. Un petit pourcentage. Puis, en mode popcorn, vous avez quel genre de rôle en ce moment? Ceux qui sont dans des postures de leadership, on a quoi? Gestionnaire. Si? Juste gestionnaire. Tous ceux qui ont levé la main? Il y a un PDG là-bas, je pense. Oui. C'est bon. OK, parfait. Puis sinon, est-ce qu'il y a des gens qui aspirent à devenir PDG, gestionnaire, team lead, ce genre de choses? 2 personnes, 3 personnes. Vous êtes gênés à soir, là. Il va falloir que je sorte mon expérience de 40 jours ou quoi, là? All right. C'est bon. Fait que, je vais avoir d'autres questions pour vous tantôt. Fait que réchauffez-vous tranquillement, là. Prenez un verre ou quelque chose. Attendez, je mets ça comme du monde. J'ai pas tout mémorisé. Donc, on va commencer avec toi, François. Dis-moi, dans ton parcours de carrière, est-ce que c'était prévu d'arriver dans une posture de leadership pour être VP ou est-ce que c'est un heureux hasard de la vie? Peut-être pour mon background à la base est un background de programmeur, puis aussi d'animateur 3D. Donc, mon idée à la base, là, c'était vraiment de faire... Je suis de l'époque là, de Jurassic Park, là, quand j'ai commencé. J'ai vu ça, j'ai dit c'est ça que je veux faire dans la vie. Finalement, j'ai fait du jeu vidéo. Donc, depuis 1997, je suis dans le jeu vidéo. Et donc, à la base, pour répondre à ta question, non, pas du tout. J'avais vraiment pas cette idée-là. J'avais vraiment une idée de dire je voulais faire du 3D, beaucoup de techniques, puis tout ça. Puis rapidement, ça a été très, très, très rapidement, je te dirais en 99, j'ai déjà été en position de leadership. Ouais. C'est quoi la posture que tu as prise après la programmation? Ouais, je pense que pour moi, la posture de leadership, c'est vraiment une posture d'influence. C'est vraiment une posture d'influence pour dire comment on fait pour prendre des idées, souvent dans un contexte de jeu vidéo, là, c'est des idées, c'est souvent juste des feelings, des trucs qu'on a vus avant, qu'on a regardé dans un film ou des trucs qu'on a lus puis qu'on essaie d'amener dans un nouveau projet. Bien, c'est de faire en sorte que ces idées-là, que ces personnes-là, que cette motivation-là puissent amener, faire évoluer un projet, en réalité, gagner en valeur. Donc, pour moi, la posture, c'est vraiment une posture de dire, on fait accélérer l'équipe, comment on fait, ou les idées, ou les résultats. Donc, c'est vraiment une posture, je dirais, pas d'accélérateur, mais de stéroïde. Dans le contexte, ça, c'est vraiment de faire lifter les équipes. Ouais. Excellent. Vous avez tous vu donc, les mains qui étaient levées tantôt, des gens qui aspirent à ça. Est-ce que ça serait quoi le conseil que tu aurais, toi, Samuel, pour les gens qui aspirent à devenir leader dans leur organisation? Parce que toi aussi, tu as fait le chiffre, mais assez rapide dans ta carrière. Ouais. En fait, pour le très peu de gens qui ont levé la main, ce qui est, je considère, une bonne chose. On en parlait juste avant. Mais non, mais moi, en fait, c'est un peu, je suis tombé là-dedans sans le vouloir. Très rapidement, là, juste pour donner le contexte, moi, mon background, c'est designer industriel. J'ai appris à programmer durant mes études. Fait que j'ai commencé à faire des applications, dont Transit. Puis en 2012, on a appliqué à un accélérateur d'entreprise à Montréal, Founder Fuel, parce que on n'arrivait pas, dans le fond, à générer de l'argent avec ce projet-là qui nous tenait à cœur. Puis là, aux entrevues, ça s'est passé. En fait, on ne faisait pas d'argent à cette époque-là, mais on avait déjà beaucoup d'utilisateurs.
Puis les investisseurs me demandaient, mais comment tu vas réussir à transformer ton application en business? Puis j'avais vraiment aucune réponse. Puis ma réponse était comme, ben, je pense que les plus grandes compagnies sur Terre ont le design au cœur de leur stratégie d'entreprise. Puis moi, je crois beaucoup à ça. Je ne sais pas comment on va faire de l'argent. Puis là, le meeting ils m'ont beaucoup challengé là-dessus. Le meeting d'après, j'avais apporté des maquettes qui montraient de la pub dans Transit. Genre, pogne un cheeseburger pendant que tu attends ton bus. Heureusement, c'est jamais arrivé. Mais on les ressort souvent pour niaiser. Mais ça pour dire que je suis devenu boss, en fait. Puis, tu sais, à l'entrevue, ils ont regardé moi puis Guillaume, mon cofondateur. Ils ont dit, c'est lequel d'entre vous, le CEO? Puis on s'est regardé. Là, j'ai dit, ben moi, je pense. Puis moi, zéro envie de faire ça, zéro expérience à faire ça, engager personne. Tu sais, je suis entrepreneur. Je faisais des projets pour moi-même, mais j'avais jamais monté de compagnie. Alors que tout le monde dans la cohorte, ils faisaient des plans d'affaires, ils savaient lever d'argent, faire des pitchs, la cap table, tout ça pour moi c'était nouveau. J'avais aucune envie de faire ça, j'étais obligé de le faire. Mais donc mon conseil, ça serait si vous pouvez, non, pas si vous pouvez l'éviter parce que je suis d'accord avec ce que le monsieur ici a dit, François, c'est ça? Le monsieur, pardon. Mon collègue ici m'a dit François. Parce que c'est l'influence en fait, puis en design, le feeling dont il parlait, le gut. C'est tellement important, puis on l'oublie tellement, la valeur de ce feeling-là qu'on a, puis on parle souvent de data-driven design, puis les personnes, puis le user research, puis tout ça, puis je dis pas que c'est pas important, mais le gut de « je pense que ça, c'est la bonne chose à faire, c'est le bon design, c'est la bonne idée », comme ça vient souvent d'un individu, puis l'individu qui est capable de dire que moi, je pense qu'on devrait faire ça, puis qui est capable de rallier le monde derrière cette idée-là, cette vision-là, je pense que c'est super important, puis aujourd'hui, traditionnellement, le système veut que les gens qui ont cette influence-là, ben, c'est souvent les leaders. C'est les PDG, c'est les gestionnaires, c'est les team leads. Mais moi, je crois à un système où est-ce que n'importe qui peut avoir cette influence-là, n'importe qui peut amener une idée sur la table puis faire avancer une idée pour que cette idée-là éventuellement se concrétise. Donc, tout ça pour dire que je ne pense pas que devenir gestionnaire est la seule voie pour arriver à cette conclusion-là. Puis en fait, je trouve ça dommage la quantité de designers qui se perdent à vouloir devenir gestionnaire, alors qu'à la base, ce sont des designers formidables. Là, tu es en train de devancer De quoi? ma narrative. Voler ta prochaine question? Ah, je m'excuse, OK. J'arrête ici. C'est correct. On va y revenir. Mais effectivement, on s'est tous jasé un petit peu à l'avant. Mais c'était même pas en lien avec ce qu'on s'est parlé, mais ouais, désolé de t'avoir. OK, c'est bon. C'est ça, un panel. OK. On se surprend. OK. Non, je disais ça à la blague. Pas de stress. Je ne poserai plus de questions ensemble, mais c'est correct. Et pour toi, Sébastien? Moi, j'allais dire que je suis d'accord avec lui. Oui. Bon, mais on a fini. Non, mais dans ton cas, quand tu as parti l'équipe UX chez Nexus, tu es parti avec la même impression que Sam, c'est-à-dire c'est super important, élabore là-dessus. Pourquoi? Puis qu'est-ce que tu as apporté à ton équipe pour les convaincre de se lancer dans cette aventure-là? Bien, moi, j'ai un parcours inverse. Moi, je voulais être gestionnaire. Puis je voulais avoir du leadership. Puis j'ai fait des requêtes SQL puis du Java, mais vous ne voulez plus que j'en fasse. Mais moi, ça m'a passionné, la techno. Puis je suis embarqué là-dedans, dans l'affichage numérique, dans les e-com, puis chez Nexus dernièrement. Puis je me rendais compte qu'il y a beaucoup de projets que tu utilises le projet, puis tu te dis, voyons, il n'y a personne qui a réfléchi en arrière plus loin que juste on plug une solution. Puis l'historique des projets TI a tout le temps été on va mettre un ERP, on va mettre une solution, on va faire une app. Hey, y a-t-il quelqu'un qui a mis du design? Ah non. Oui, il faut du UX, il faut du UI. OK, on va mettre 15% sur le projet, puis ça va être ça. Puis on va dealer avec ça. Puis ça devenait un bottleneck. Puis je trouvais ça important de créer une équipe, puis de mettre ces gens-là de l'avant, puis de les impliquer dès le début des discussions des projets, parce que c'est là qu'on peut attraper plein d'affaires. Le défi dans une organisation de service, ben, c'est de faire avaler ça à tout le monde dans l'organisation. Parce que la personne qui a vendu un contrat, ben, elle arrive avec son projet, puis elle dit « Hey, on a un contrat de 1 million ou 500 000, peu importe. » Puis là, on dit « Ben, on va faire une analyse, puis on va regarder est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin dans cette entreprise-là. » Puis des fois, on se dit, ben non, c'est pas ça la solution. Ou c'est une solution qui est beaucoup plus simple. Au lieu de prendre 20 écrans, comme je te disais tantôt, on va dire, on a juste besoin de 4 ou 5, peu importe qu'est-ce qu'on arrive à faire. Fait que là, on vient de baisser le budget. Mais là, il y a un chiffre culturel à faire dans l'organisation, puis ça a été un défi. Puis pour moi, c'est important de le mettre de l'avant parce que le succès des projets qu'on fait ou des apps, c'est leur utilisation.
Parce que tu as beau mettre 5 millions dans un projet, 10 millions, peu importe, on en connaît plein de projets qui ont planté. Puis pour moi, c'était pour ça que c'était vraiment important de créer ce département-là chez Nexus, pour qu'on mette ça de l'avant puis que les solutions, finalement, soient adoptées à la fin quand on livre ces projets-là. Puis c'est quoi les arguments que tu as utilisés auprès de ton équipe pour le mettre en place? C'est l'utilisation des projets, parce qu'on se rend compte qu'on met une solution en place, il y a quelqu'un dans une boîte qui a décidé ça. Des fois, il y a des équipes qui sont quand même multidisciplinaires, mais des fois, ça vient du CTO ou peu importe du rôle de la personne. Puis ils décident de faire ça. Mais ils n'ont pas consulté leur équipe. Puis à la fin, on livre un projet. Puis quand on regarde les statistiques d'utilisation, ben, souvent, elles ne sont pas utilisées. Puis pour moi, c'est ça qui est important. C'était d'amener l'équipe à comprendre que le projet que vous vendez, si on va aller chercher, dans mon cas, qui était du service, si on veut du repeat business, il faut que ce projet-là soit utilisé pour que les clients viennent te revoir et dire « Hey, ta solution est géniale, tout le monde dans l'organisation l'utilise, puis on veut faire d'autres projets avec vous. » Parce que sinon, le projet, il flop, il meurt là, c'est un client échaudé, puis il ne vient pas te revoir. Puis toi, François, tu as une expérience similaire aussi au niveau de l'utilisation des données au quotidien pour améliorer les jeux. Peux-tu me donner des exemples concrets d'histoires? Comment tu te sers des données, puis tu les partages avec qui pour prendre des décisions? Oui, ça, dans le monde du jeu vidéo. Ben déjà, qui est dans le monde du jeu vidéo ici? J'ai parlé à quelques personnes, oui, de Ubisoft. Quelques personnes. En fait, dans le monde du jeu vidéo, puis ça, c'est mon expérience. J'ai commencé en 97 chez Ubisoft, ça fait quand même un bout de temps. Puis à l'époque, c'était vraiment un processus qui était en réalité très UI, qui était très, très... il n'y avait pas de logique nécessairement, il n'y avait pas de UX, ou très, très peu. C'était un afterthought. Puis j'ai toujours trouvé que cette période-là était la période, je dirais, adolescente là, de l'industrie. Aujourd'hui, maintenant, pour répondre à ta question, je travaille pour une compagnie qui s'appelle Tencent, qui est une compagnie chinoise, une énorme compagnie, particulièrement au niveau des jeux mobiles. Puis dans le mobile, il y a, comme j'en parlais un petit peu à d'autres tantôt, il y a 65 jeux qui sortent par jour sur les différents stores. Donc, le joueur, on le sait, on le connaît même dans le joueur comme dans l'utilisateur, là, est très, très peu patient à avoir une expérience utilisateur médiocre. Donc, va churner très rapidement. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans des jeux maintenant, même western qu'on appelle, là, PC ou console, c'est qu'on le fait du début. On le fait maintenant du début, c'est penser du début, on utilise beaucoup qu'est-ce qui se fait de très, très bien au niveau mobile pour le faire avec nos jeux maintenant. C'était vraiment... En fait, il y a quelques personnes ici qui font du jeu vidéo, mais c'était vraiment pas du tout la réalité il y a quelques années. Maintenant, je dirais que c'est très, très core à l'expérience. Au développement, en fait, du jeu, pour dire aujourd'hui comment on fait pour développer un jeu du day one puis penser, par exemple, au First Time User Experience. Pour nous, c'est un acronyme qu'on utilise, je ne sais pas pourquoi on l'utilise comme ça, mais le monde utilise, le petit mot, c'est FTUI. Donc, First Time User Experience. Anyway, donc ça devient core. En fait, la réalité, c'est de dire comment on fait pour faire en sorte que les personnes puissent, qu'on track de façon à tous les jours, puis de façon très, très, très spécifique, à savoir où est-ce qu'ils churnent, puis pourquoi qu'ils partent, pourquoi qu'ils ne dépensent pas telle chose. Donc, on optimise, puis on a des équipes dédiées complètes qui optimisent, qui ne font que ça, d'optimiser, en utilisant des outils, des groupes de UXR un peu partout dans le monde pour identifier ces choses-là. Donc, on a passé vraiment là, d'adolescents qui ne savaient pas trop qu'est-ce qu'on faisait avec ça, puis aujourd'hui, maintenant, à dire, aujourd'hui, là, le nom du jeu dans le store est important. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va avoir une expérience user dès le début qui est forte. Donc, on parlait aussi avec d'autres aussi, tantôt aussi sur la segmentation. C'est rendu une science, en fait. Puis on l'intègre avec du data dans les équipes design dès le début. Ça fait partie de la culture, là, vraiment, de l'organisation. Oui. Je dirais que c'est une culture très, très, très mobile encore. Puis, comme je dis tantôt, qui se transfère tranquillement vers console, PC. Mais oui, en fait, aujourd'hui, là, on le voit, là, c'est
très, très, très important dans la culture, effectivement. Puis pour toi aussi, Sam, c'est au cœur de la culture organisationnelle, l'expérience utilisateur, puis le design. Ça se traduit comment dans ta culture? Comme pour les employés, puis tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des questions d'entrevue? Bien, c'est sûr que les gens qui se pointent en entrevue, qui sont venus en char d'habitude, ça part mal, mais aussi juste, il faut que les gens aillent utiliser l'application. Mais tu sais, c'est ça, les gens, ils savent, puis juste dans la salle, il y a des gens qui connaissent Transit, là, ont levé la main. OK, juste pour être sûr. OK, c'est bon. Fait que, juste disclaimer, je considère que le design actuel de l'application n'est pas si nice que ça. Il y a des choses mieux qui s'en viennent. Mais tout le monde est, je dirais, sensible au design parce que tout le monde est conscient que le design, c'est ce qui nous a amené là où on est rendu. L'application existe depuis 10 ans, puis les applications de transport, il y en a eu à la pelletée, puis en Amérique du Nord, Transit est de loin l'application la plus utilisée, notamment grâce au design. Oui, parce qu'on a fait des partenariats avec le site de transport, mais le design est vraiment au cœur de l'expérience. Puis même avec le site de transport, c'est un thème qui revient souvent. Mais c'est un peu intangible, puis en fait, c'est super difficile à justifier. Puis même moi, on travaille sur des projets où on pousse des projets qu'on ne peut pas justifier avec des chiffres. Par exemple, dans Transit, on se fait assigner un avatar là, au hasard. On a un avatar generator qu'on appelle. On t'assigne un emoji, puis après ça, on a comme un nom qu'on a manuellement écrit pour tous les emojis qui existent. Puis après ça, un adjectif, une série d'adjectifs, préfixes, suffixes, puis on fait des combinaisons aléatoires avec ça. Puis on a travaillé 4 mois sur ce projet-là, un dev iOS, un dev Android, un designer. On a lancé ça, puis à l'interne, l'équipe business, c'était comme pourquoi, genre? Pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi le but de ce projet-là? Puis dans les faits, on regarde les chiffres, puis tu sais, est-ce que ça a augmenté la rétention? Non. Est-ce que ça a augmenté le stickiness? Non. Sauf que ce qu'on entend, c'est constamment des anecdotes, autant d'agences de sociétés de transport que d'utilisateurs qui disent comme « Hey, l'autre jour, j'ai passé 10 minutes à juste shuffle le truc pour me donner des noms vraiment drôles. » Puis la version québécoise, c'est comme avocat du Saguenay, puis Lune de Jonquière, des affaires de même. Puis les gens, ils nous disent juste comme c'est tellement nice, c'est tellement cool. Puis même affaire, tu peux envoyer des merci aux gens qui sont sur l'autobus. Quand on a développé ça, on était comme, tout le monde était comme, ah ouais, c'est cool, mais tu sais, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Concrètement, dans les chiffres, ça ne se traduit pas. Fait que c'est pour ça que je parle beaucoup du feeling, du gut feeling, de ultimement, ce qu'on veut faire, c'est bien créer un lien d'attachement entre l'utilisateur et l'application. Nous, je pense qu'on est biaisé parce qu'on travaille sur un produit que nous-mêmes, on utilise. Puis ça, c'est très différent qu'en agence où est-ce qu'on a un client, on fait du user research parce qu'on est nous-mêmes pas le user. Nous, dans notre cas, bien, on conçoit quelque chose qu'on utilise nous-mêmes tous les jours. Fait que c'est beaucoup plus facile, puis c'est plus facile d'écouter son gut. Mais reste que même à l'interne, alors que je suis PDG designer, il y a quand même la tension par rapport à hey, tout le temps qu'on a mis dans ce design-là, comme pourquoi on fait ça. Puis rendu là, ben, c'est juste devenu une espèce d'histoire de culture de que ben, le design j'ai Transit c'est important, puis ce bouton-là, il est 2 points trop haut, mais ben, on va le régler parce que ben il faut que ça soit pixel perfect, puis mais il n'y a pas de raison rationnelle, là, si on veut. Bien justement, pour tous les designers et autres créatifs dans la salle qui suivent leur gut, comment est-ce qu'ils peuvent... Quel conseil que tu as pour eux pour être capables de traduire ça en un argument qui se tient devant d'autres personnes? Parce qu'ils doivent convaincre quelqu'un. Je sais pas. Puis je suis pas la bonne personne à qui demander parce que justement, vu que je suis PDG, ben c'est toi qui décides. C'est moi qui. Ben, il y a une culture de design. Il faut devenir PDG, la gang. Ouais. Non, mais c'est un réel problème. J'ai des amis qui sont dans des compagnies qui valorisent zéro design. Tu checkes leur site, c'est dégueulasse. Leur app est dégueulasse. La fille, elle dit hey, c'est tellement laid tout ce qu'on fait, mais j'arrive même pas à convaincre le boss d'engager un designer. Puis là, je suis comme, je sais pas quoi dire. T'sais, honnêtement, c'est que si le leadership croit zéro à la valeur du design, à un moment donné, c'est peut-être une question pour eux. Là, je n'ai jamais été confronté à ça, fait que je ne sais pas quoi répondre. C'est quoi? Je vais renvoyer la question à la foule. Donc, vous faites souvent face à des décisions comme ça. Vous suivez votre gut, vous avez quelque chose, une donnée, un insight de votre recherche que vous voulez apporter à votre gestionnaire ou au reste de votre équipe pour faire un changement. Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous ou au contraire, un contre-exemple qui n'a pas fonctionné mais que maintenant vous savez comment vous referiez pour réussir à convaincre les gens d'aller dans une direction?
Je t'ai vu. Tout le monde l'entend? Tout le monde m'entend? OK, cool. Non, tu peux parler encore plus fort, Non, c'est pas grave. Je ne vais pas me lever, je vais rester assis. Hein. Pour ma part, je travaille chez Desjardins, puis souvent on a des enjeux des clients, en fait. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être en contact directement avec les gens qui sont au service téléphonique. Et le meilleur argument que j'ai trouvé pour convaincre un responsable de produit, un responsable de parcours, un UX, etc., c'est de les faire venir et de leur faire écouter un enregistrement d'un membre Desjardins qui galère. Et d'entendre le conseiller se battre avec. Et souvent, j'arrive à en avoir plusieurs. Donc le premier, il se dit « Ah, mais c'est un ». Puis après, c'est 2. Puis après, c'est 3. Puis après, je te dis « Si tu veux, on peut rester aussi la journée avec lui au téléphone et écouter ce qui se passe ». Et puis là, ça arrive à convaincre. C'est vrai que je ne peux pas le quantifier, je n'ai pas de moyen de dire exactement combien j'ai de personnes qui ont eu ce problème, mais je suis capable de te faire comprendre que oui, il y a un enjeu, puis aussi non, ça peut être essaye la solution. Voilà. Excellent, j'adore ça. D'autres personnes? Félix? Salut. Dans une des boîtes où j'ai travaillé avec l'équipe, on appelait ça le Horcrux, comme dans Harry Potter. Donc, il fallait que quelqu'un détourne l'attention du boss, puis quand il était de bonne humeur, on sortait la bonne idée. Il acceptait. Il acceptait, on le faisait signer, puis c'était fait. Puis après ça, il fallait comme exécuter le plus rapidement possible avant qu'il change d'idée, parce que c'était un boss très... C'était un entrepreneur avec beaucoup d'énergie, qui avait des idées très fixes, puis pas toujours très bonnes. Mais sinon, plus tard dans ma carrière, ce que j'ai appris à faire, c'est de poser les bonnes questions aux entrevues pour m'assurer que j'avais un appui jusqu'au sommet pour pouvoir travailler avec les coups des franges, puis pouvoir... souvent, ceux qui t'embauchent, ils cherchent de l'aide, mais des fois, ils n'ont pas l'appui au-dessus, fait que là, ils promettent tout, puis tu arrives, tu dis « Ah, non, tu ne pourras pas faire de recherche utilisateur parce que tu n'as pas accès aux utilisateurs, c'est pas dans ton équipe, oublie ça. » Fait que après ça, tu apprends. Est-ce que la direction plus haute, elle a l'appui? Oui, elle croit en ça, puis être stratégique dans ses entrevues, je pense que c'est la meilleure façon de s'assurer qu'après ça, on peut travailler puis pas être pris et malheureux. Là. Merci, ça résonne tellement avec mon expérience. En fait, garde ta question en chaud. Je veux juste rebondir sur ce qui a été dit. Au niveau d'être allié puis avoir une direction vers le haut, comment est-ce que vous, la personne qui a le goût de répondre, comment est-ce que vous pouvez vous placer dans une posture d'allié pour permettre justement à quelqu'un dans votre équipe à ramener l'information pour apporter un pivot, un changement ou autre? Bien, faut les écouter. Puis moi, le comparatif qui me vient un peu en tête avec ça, c'est aujourd'hui, les ressources humaines ont pris une place qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Puis je pense que c'est pour un peu aller dans le sens que tu disais, il y a des choses qui sont intangibles, c'est pas juste du ROI. Je peux pas je peux pas le mesurer là, directement, puis des fois c'est long. Puis je pense qu'on arrive on est dans cette ère-là de changement, dans cette industrie-là, comme les ressources humaines ont connu il y a 20 ans. Maintenant, les gens comprennent que ça prend des choses, ça prend des bonnes conditions, ça prend la flexibilité, ça prend tout ce qui est ici, là, les tables de poule, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, tout le monde les a maintenant. Mais au début, quand tu disais ça, on va mettre une table de poule de ping-pong, tu regardais, qu'est-ce que c'est une pompe à bière au bureau? C'est un peu le même pattern. Je pense que c'est des écouter ces gens-là, puis des écouter réellement. Si on les embauche, c'est des spécialistes, puis ils devraient être capables de faire des recommandations, puis on devrait les écouter, puis ils devraient avoir l'aval. Mais si la culture organisationnelle n'est pas présente, c'est là où c'est difficile, parce que là, c'est vraiment grassroots, comme on dit en anglais. Fait qu'il faut que ça émane. Il faut que les gens soient à l'écoute des signaux faibles qui émanent dans l'entreprise ou à travers les utilisateurs des produits, puis que ça soit remonté constamment jusqu'à temps qu'il y ait un chiffre culturel. Je pense que là, le défi. Merci. Puis, avez-vous des outils ou des rituels en place pour pouvoir être à l'écoute, entendre ce que les gens ont à apporter? Ben, je ne sais pas si j'ai un rituel, mais ça me fait penser à quelque chose où on parle de ROI puis de comme tout mesurer, là, mais il y a quelques années, il y avait un gros mouvement pour la semaine de 4 jours, puis l'équilibre travail-famille, puis nous, on a comme embarqué, on s'est intéressé à ça.
Puis, à travers toute cette expérience-là, dans le fond, il a fallu un peu convaincre le board, convaincre des gestionnaires, convaincre un peu tout le monde que c'est la bonne chose à faire. Puis à l'époque, ça n'allait pas super bien financièrement à Transit. Mais nous, on y croyait parce que justement, on se disait que la semaine de 4 jours, si ça peut rendre les gens plus heureux, ben, les gens vont faire un meilleur travail, ils vont être moins tannés, ils vont moins avoir envie d'aller travailler ailleurs parce qu'ils vont moins voir Transit comme du 9 à 5 plate, l'équilibre, blablabla. Mais sur papier, puis même le board est premier à dire, sur papier, c'est carrément une perte de productivité de 20 parce que la semaine de 4 jours, c'est pas 40 heures en 4 jours, c'est 8 heures, mais sur 4 jours. Fait que, tu sais, puis c'est un peu le classique, puis il y a plein de compagnies qui ont documenté ça. La semaine de 4 jours a un impact positif sur le bonheur. À très court terme, la productivité est sensiblement les mêmes parce que les gens essaient de tout compresser dans 4 jours. Ils font moins de meetings, ils se pognent moins le bang, les vendredis après-midi, ils niaisent moins. Mais sur le long terme, à un moment donné, ça devient un peu la nouvelle normale. Fait que là, à un moment donné, ça slack, puis ça revient comme tranquillement, un peu comme c'était avant. Un peu moins pire, mais quand même. Mais après ça, fait qu'au final, en fait, tu as perdu la productivité, mais tu as gagné du bonheur. Puis tu as gagné des employés plus heureux, tu as gagné de la rétention, tu as gagné un équilibre travail-famille, des gens plus en santé, moins burnt out. Puis ça, ben c'est super intangible parce qu'au final, tu es 20% moins productif. Fait que c'est sur papier, ça fait pas de sens, mais il faut l'essayer, puis il faut juste comme aller au-delà des chiffres, je pense. Fait que tu as réussi à convaincre ton board ben, avec ce discours-là? Il fallait pas vraiment les convaincre, c'était plus de leur dire, on a mis ça en place, puis de montrer qu'on avait une approche, on a fait des sondages réguliers pour demander justement, est-ce que tu étais plus heureux avant ou après, évidemment, c'est biaisé. Mais tu sais, on n'a pas mesuré les lignes de code, on n'a pas mesuré, c'était purement qualitatif, mais même à l'interne, les gens ils disaient, mais tu sais, financièrement, je veux dire, moi, il y a des gens qui disaient, mais moi, j'ai envie qu'on donne notre maximum au quotidien. Fait que la semaine de 4 jours, tu sais, ça fonctionne pas, c'est pas aligné avec ça. Mais il faut regarder au-delà du ROI, puis il faut comme penser à plein de trucs qualitatifs qui sont pas mesurables nécessairement. Là. C'est drôle que tu parles de la semaine de 4 jours, puis moi, donc, je travaille pour une compagnie chinoise. On est loin de la semaine de 4 jours. C'est pas tout à fait un truc qui existe. Ouais, moi, je dirais aussi à ça, c'est vrai que c'est une culture d'entreprise qui, j'aurais tendance à dire qu'il vient du top. Parce que si le top ne comprend pas la valeur, c'est très, très difficile après de prendre une place ou de donner une place, ou de prendre une place. À ton point, si tu vois si tu travailles pour une compagnie que le design est à chier, puis tout ça, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure place pour aller travailler. Par contre, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, j'ai l'impression, puis peut-être, dites-moi si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression que l'accélération de la place du design ou du UX dans nos produits, dans nos services, dans notre vie de tous les jours, est en accélération énorme. En tout cas, c'est ma perception, mais en tout cas, elle est certainement dans le jeu. Ça, c'est clair. Je veux juste bandir là-dessus parce que je pense que quand je disais aussi d'écouter les gens, pour moi, tu sais, on dit UX, là, mais pour moi, je compare ça à si je dis du rock. Tout le monde ici a une toune en tête, là, de Elvis jusqu'à Metallica. Mais le UX, dans beaucoup d'entreprises, c'est un peu ça. Les gens, ils ne savent pas c'est quoi. Ils vont dire « Ouais, je sais c'est quoi. » là. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Puis je pense que de faire de l'évangélisation, je parlais de leadership tantôt aussi, vous pouvez être leader sans être gestionnaire. C'est pas égal. Puis je suis un peu d'accord avec toi. C'est pas parce que sortez pas de vos zones de génie pour rien non plus. Si vous êtes excellent dans ce que vous faites, allez pas nécessairement manager parce que vous allez juste faire du management puis vous allez plus être dans vos zones de génie. Bref, petite parenthèse. Mais vous pouvez avoir du leadership de d'autres façons dans les organisations. C'est en faisant de l'évangélisation, en faisant de l'éducation. C'est pas parce que c'est votre boss, c'est pas parce qu'il y a un C-level ou peu importe. Moi, j'ai eu des gens fantastiques qui ont travaillé avec moi qui m'ont éduqué parce que je savais pas c'était quoi. Avant de vraiment comprendre. On va tout dire « Ouais, je connais ça », mais finalement, pas tant. Prenez le temps de vous asseoir avec des gens, expliquez, puis assumez pas qu'ils savent. Puis s'ils disent « Oui », faites-les répéter. Qu'est-ce que tu as compris? Allez plus loin. Puis ça va faire des petits dans l'organisation, beaucoup plus que vous pensez. Parce qu'on assume que les gens, ils savent, mais les gens, ils savent pas clairement qu'est-ce que c'est, cette bébite-là. Puis tout le monde assume que c'est comme une extension du UI, du design, puis
c'est ça un peu, mais ça commence à être mieux connu. Mais je pense qu'on gagnerait à ce que ça soit encore plus connu réellement. Qu'est-ce que c'est? Merci. Puis en fait, c'est vrai, peu importe le type de rôle qu'on a, puis la pratique qu'on a, de ne pas prendre pour acquis que tout le monde comprend c'est quoi qu'on est en train de faire. Non, puis l'exemple de Desjardins tantôt est bon. Non, mais c'est vrai, puis UPS faisait ça, il amenait les managers dans les camions, livrer une journée au complet pour dire, regarde, là, ta porte qui ouvre pas, ça gosse. T'es-tu en train de dire qu'il faut appliquer notre propre recette à notre travail? Ah! Mais des fois, c'est vrai, je pense que ça peut être un autre type d'approche. Il faut faire attention, il ne faut pas trop être frontal si on veut que le message soit reçu, mais je pense que ça fait partie de ça. De dire, non, mais viens, j'ai de la difficulté à te l'expliquer. Tu sais, de ce que tu disais tantôt, j'ai de la misère à te démontrer réellement qu'est-ce que ça va apporter, mais viens avec moi, tu vas vivre l'expérience, puis tu vas comprendre, tu vas voir ce que moi je vois, j'ai de la misère à mettre des mots dessus, mais viens avec moi, je vais te le montrer. Y a-tu des gens qui ont fait ça avec des collègues? Ouais? Du job shadowing, des choses comme ça, faire découvrir. Moi, je sais qu'à une certaine époque, je travaillais dans une entreprise où j'étais la seule designer pour une gang de développeurs. D'autres personnes? Oui? OK. Pas de ça. Puis, on n'arrivait jamais à s'entendre sur... il me trouvait gossante là, avec mon Pixel Perfect, là, comme tu disais tantôt. Puis là, je me suis dit, bien, si ça revient tout le temps, le problème, il est où? Right? Puis comme designer, fondamentalement, que ce soit UX, UI, peu importe, on résout des problèmes. Fait que je me suis assise à côté, puis j'ai dit, vas-y, code, je vais juste te regarder. Puis finalement, j'ai réalisé qu'on partait même pas de la même grille. Fait que forcément, on n'a pas le même Pixel Perfect parce qu'on part pas des mêmes bases. Si on n'avait pas pris le temps d'être empathique l'un envers l'autre pour comprendre le problème était où, on n'aurait pas résolu le problème. On aurait continué à se taper ça à la tête puis à se gosser parce que moi, je trouve ça important, ils trouvent pas ça important. Avez-vous, vous, d'autres expériences, à part le shadowing qu'on vient de nommer, de choses où vous avez été en mesure d'évangéliser votre pratique ou d'amener de l'empathie envers vos utilisateurs auprès du reste de votre équipe? Oui? En rose. Je vais revenir vers toi. Oui, en fait, moi, je travaille beaucoup plus en applicatif métier, donc en B2B. Et je travaille beaucoup plus avec le monde des TI. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'adapte mon discours, que je change la façon dont je parle du UX et que je sorte de la théorie. Que je sois beaucoup plus en concret, ce que ça rapporte, en fait, pour les différents utilisateurs. Comme par exemple, quand on crée des applications qui sont faites pour les utilisateurs qui vont les utiliser en métier, il faut que ce soit facile. Il faut qu'eux autres, ils aient l'impression, quand ils vont utiliser notre nouvelle application, ils vont vraiment avoir une meilleure façon d'y arriver. Ça va être plus rapide, puis ils vont être bien évalués par leur pairs. Okay? Donc ça, pour moi, la façon de le faire, c'est vraiment de leur dire, par exemple, quand on arrive dans des endroits, en fait, où est-ce que c'est plus comme corporatif, souvent, l'idée corporative n'est pas nécessairement celle qu'on mentionnait tout à l'heure chez Desjardins. C'est vraiment le client, souvent. Fait qu'en allant dans les banques de données sur les questions qu'ils ont et tout ça, on arrive à leur montrer la différence entre les deux, entre ce que le corporatif pense versus le réel utilisateur. Et ça marche. Voilà. Merci. Je vais revenir en avant à la question. As-tu toujours ta question? Ah. Bien, je veux dire, oui, l'intervention. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Amise et je travaille à BNC, donc petit concurrent de Desjardins. Et en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, pour arriver à passer nos idées, moi, les solutions que j'ai trouvées, c'est de parler le langage du boss de mon boss. Donc, c'est-à-dire que j'essaie de penser business. Qu'est-ce qui va attirer son attention? Qu'est-ce qui va faire qu'il va écouter ce qu'on va dire? Puis évidemment, effectivement, si on a en plus de la recherche, si on a des insights clients, ben c'est sûr que c'est mieux. Puis le dernier point, peut-être que je peux ajouter, c'est peut-être la stratégie des alliances à l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire que je vais aller me servir de certains collègues. Il ne faut pas leur dire
Je crois que j'en ai un d'ailleurs qui est derrière, là. Bon, tu le diras pas. Hein. Les stratégies des alliances, c'est-à-dire aller chercher des gens qui sont peut-être écoutés, qui ont peut-être des portes ouvertes, où moi je vais pouvoir m'engouffrer derrière. Voilà, donc c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Merci. Avez-vous, c'est vous les big boss, là, c'est quoi votre langage à vous, là? C'est sûr que avec un argument qui amène du cash, par exemple, là, c'est sûr que ça marche habituellement. C'est assez. Comment est-ce qu'on peut convaincant. traduire quelque chose? OK, là, on vient de découvrir quelque chose sur l'utilisation de notre app. On a un nouvel insight. Ça a l'air d'être. Comment est-ce qu'on peut traduire ça dans un vocabulaire qui parle de cash? Un des trucs qui ont. Je ne sais pas si c'est fait at large, mais dans le domaine du jeu, souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire, puis ça revient un peu à ce que le monsieur disait tantôt avec Desjardins, c'est qu'on met les joueurs dans des contextes où est-ce qu'on les filme. Alors, on filme les yeux, on filme tout ça. Puis on voit, en fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on stream l'output au designer direct. Le designer voit qu'est-ce que le joueur fait. Puis on le fait souvent, on le fait régulièrement, ça. On le fait régulièrement pour dire, ça bloque. Donc, il ne comprend pas, il est bloqué. Après, est-ce que ça se transforme en du cash? Dans notre cas, oui. Parce que souvent, un joueur qui décide de churner rapidement, ce n'est pas un joueur qui va rester et qui va continuer à dépenser. Donc, oui, je dirais que c'est pas directement à dire ça amène tant d'argent, voici un argument qui va amener tant d'argent, c'est pas ça. Mais quand même. Mais c'est le coût d'opportunité dans ce cas-ci. Effectivement. Pour ceux qui n'ont pas levé leur main tout à l'heure, qui ne veulent pas nécessairement aller vers des postes de gestion et tout, pour les belles raisons qu'on vient de nommer tantôt, c'est quoi le type de poste qui vous intéresse? Comment est-ce que vous voulez faire grandir votre carrière comme designer ou dans la sphère du design? Il veut son micro. Allô? Parfois, c'est dur de prendre des décisions pour les autres. J'aime ça qu'on me dit quoi faire. J'aime ça savoir. Ok, ça c'est bizarre, mais genre, j'aime ça avoir une job stable où je sais que je dois juste faire ce qu'on me dit de faire, à la place de prendre des décisions plus importantes. Puis je pense que, ouais, c'est ça. Tu veux te perfectionner là-dedans. C'est bien que tu le saches. Ouais. Non, mais c'est bon. Il ne faut pas se leurrer. Puis c'est ça. Il faut apprendre à se connaître puis se dire, si tu t'en vas dans le chaos, tu n'es pas bon dans le chaos, tu sors de ta zone de génie. Fait que continue à faire ce que tu fais très bien. Va te coller sur des gestionnaires ou des leaders qui vont t'amener plus haut. Mais c'est pas nécessairement d'aller boss ou manager. C'est pas nécessairement ça la finalité. Puis bravo de reconnaître ça. T'es pas très vieux, à l'âge que tu as. Continue comme ça. Je suis toujours stressée d'avoir un micro. Je pense que je suis comme Beyoncé, mais je ne vous montrerai pas mes talents de Beyoncé. D'accord? Oh, the single ladies. Moi, je suis nouvellement gestionnaire de produits. Puis quand je le dis, je suis vraiment chanceuse d'avoir eu cette chance. Je suis vraiment en gratitude avec cette opportunité-là. Le rôle que j'aimerais avoir, c'est un rôle d'impact. C'est de pouvoir créer des produits qui puissent se coller au futur, si on veut. Moi, je travaille chez Santé Québec. Vous allez en entendre beaucoup parler, n'est-ce pas? Et puis, quand je parle d'impact, c'est de pouvoir évangéliser, mais dans la patience et dans la bienveillance. C'est super dur en ce moment parce que c'est des grosses organisations. Il y a beaucoup de pression, donc, c'est de pouvoir innover malgré les obstacles, malgré toute la dimension politique. Moi, j'y crois. Ce que je trouve difficile et en même temps challengeant dans le rôle que j'ai, c'est que je travaille avec des gens extrêmement brillants. Fait que quand on veut avoir de l'influence, je pense qu'avec des gens hyper compétents, il faut être constamment prêt. Il faut savoir de quoi qu'on parle, puis il faut l'incarner. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'on a des conseils? Comment faire face? J'imagine que tout le monde a travaillé avec des gens plus difficiles qui tiennent tête. Comment qu'on
Comment on se place devant ces gens-là? Comment on se place devant... Mais comment est-ce qu'on peut continuer à avoir des conversations enrichissantes avec des gens qui nous tiennent tête dans nos décisions? Dans les décisions. C'est... pour de vrai, là, le lobbyisme à l'intérieur des compagnies, même dans une compagnie qui a le design au cœur, là, il y en a, il y avait un pie chart que j'avais vu il y a une couple d'années qui disait ce que les gens pensent que les gestionnaires font. Puis en gros, c'est ce que tout le monde pense, là, genre, en gros, tu fais des PowerPoint, des charts. Mais en gros, je me rappelle pas c'était quoi exactement, je me rappelle juste de l'autre partie. L'autre chart, en gros, c'est que tu passes 80% de ton temps à essayer de convaincre le monde de ce que tu veux faire. Puis c'est tellement vrai parce que, tu sais, le bon gestionnaire ne fait pas juste arriver et dire « Hey guys, on fait ça ». Il n'y a pas de question, vous faites ça. Parce que si tu fais ça, ben, tu perds la confiance des gens, puis ça s'effrite, puis c'est pas une culture agréable. Fait que dans le fond, il faut que tu convainques les gens que ben, ce que tu veux faire, c'est la bonne chose à faire. Puis ça, même quand tu es PDG, même quand tu es gestionnaire de produits, même quand... Ben, c'est de bâtir des PowerPoints, c'est de sortir des arguments, c'est de raconter une histoire, c'est de structurer des idées pour rallier tout le monde autour de la même idée. Puis ça prend du temps, puis c'est tellement frustrant parce que ben, toi, tu le sais que c'est la bonne idée, mais tu te dis genre, ben non, il faut que je convainque tout le monde autour de la table, puis ça va me prendre, je vais passer 2 mois à construire un keynote pour les convaincre de quelque chose que moi, je sais déjà que c'est la bonne chose à faire. Puis dans ce temps-là, il faut juste être patient. Puis au final, c'est toujours un bon exercice parce que ben, ça fait du ménage dans ta tête, ça structure tes idées. Puis souvent, ben, tu trouves des arguments que tu n'avais pas pensé à la base. Fait que le lobbyisme à l'interne, c'est it's real. Il faut le faire. Puis il faut prendre le temps de le faire. Ouais. Ouais, pour rebondir un peu à ton point, je trouvais aussi, j'ai toujours dit que pas des jobs nécessairement qui ont un titre de gestionnaire ou qui ont un poste mais aussi dans une entreprise où est-ce que c'est qu'il y a de l'influence, où est-ce qu'on veut qu'il y ait de l'influence, c'est souvent de trouver, je trouve, moi, le champion. J'appelle ça champion, mais de dire c'est cette personne-là qui fait du lobbyisme ou du marketing à l'intérieur, à l'interne, qui vend ses idées puis qui influence l'organisation. J'ai travaillé, par exemple, avec Alexandra, dans une start-up. Elle était toute seule en UX avec des développeurs. Son influence était énorme dans le contexte, même si c'était une courte période, mais son influence était énorme dans un contexte où est-ce que il y avait une voix à écouter. Puis c'était donc avec un esprit marketing aussi, avec un esprit de vente, de dire aujourd'hui, ben là, il faut que je vende mes idées là. Fait que ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais je trouve que la logique même que d'identifier des champions qui vont pousser des idées, qui vont pousser des visions, qui vont pousser des concepts, m'apparaît comme étant une façon, c'est pas la seule façon, mais une façon qui fonctionne. Comme on a mentionné tout à l'heure, de réfléchir au what's in it for them, puis de traduire de cette façon. Mais si je peux juste rebondir là-dessus, nous, on travaille avec beaucoup de sociétés de transport, puis effectivement, ça part toujours du champion. C'est qui le champion à la société de transport de Calgary qui tripe Transit? Ils comprennent c'est quoi Transit, ils comprennent la valeur ajoutée de Transit, pourquoi Transit c'est meilleur, différent que Google Maps. Puis souvent, ça va être quelqu'un qui poste sur ses réseaux sociaux un screenshot du leaderboard à la fin du mois pour montrer qu'il est numéro 3 puis il est donc bien fier. Puis cette personne-là, on l'identifie avec cette personne-là comme elle comprend c'est quoi Transit, puis elle tripe, puis elle va être capable de convaincre à l'interne de faire le lobbyisme dont je parlais. Là. Elle va être capable de le faire à l'interne pour nous. Fait qu'effectivement, quand on est dans une relation de client, de démarchage, effectivement, le champion, c'est vraiment la clé, je pense, parce qu'ultimement, nous, en tant que personne externe, on ne pourra jamais faire le lobbyisme qui doit être fait à l'interne versus une personne déjà interne qui comprend la valeur du produit. Là. Puis un peu en speed round, rappelez-vous d'un moment qui était crucial dans votre carrière, vous aviez dû vous mettre dans une posture où être la personne qui mobilise, qui a le bon storytelling, qui raconte le bon what's in it for them, etc. Ce serait quoi, à partir de cette expérience-là, le plus petit pas possible qu'on peut donner aux gens ici qui peuvent répéter dans des situations similaires? Plus petit pas possible comme conseil d'influence. Le plus petit pas possible pour avoir une influence, pour avoir un impact, c'est ça que tu dis? Mm-hmm. Moi, je trouve que l'idée
l'idée de base, c'est que ça, donc vous êtes dans le monde dans une position de UX, dans une position extrêmement névralgique à l'expérience, donc au succès de l'entreprise, au succès du produit qui va être lancé dès le début. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que cette notion de marketing-là est importante à l'interne. Puis de dire aujourd'hui, je vais vendre mon idée à une personne, une deuxième personne, d'y aller à ton point à petits pas, je pense que ça m'apparaît comme étant la recette gagnante. Tantôt, quelqu'un parlait d'utiliser un langage différent ou un langage qui va résonner. C'est ça, c'est un peu ça du marketing en réalité, c'est de l'influence, c'est d'aller vendre des idées, vendre sa salade. Puis je trouve que c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut que ça commence là, en fait. Ça commence pas avec un poste, ça commence pas... Oui, ça va commencer du top si c'est pas compris de la tête dirigeante, ça va être difficile dans le futur, mais c'est souvent ces personnes-là qui vont avoir de l'impact à travers l'organisation, par ces petits points de vente-là. Fait que le premier plus petit pas, c'est de faire des petits pas. Ouais, c'est de faire des petits pas, des petits sales pitch. C'est bon. C'est ça, c'est des petits sales pitch. Je dis tout le temps, dans des organisations, on va avoir des groupes, des personnes qui sont spécialisées en marketing, puis c'est une science, c'est vraiment, effectivement, c'est compliqué, puis mais ça reste quand même que dans une organisation, on demande quand même à avoir, surtout encore une fois dans un contexte UX, que vous ayez une influence marketing à l'interne, pas à l'externe, mais à l'interne, pour vendre ces idées-là. Donc, c'est des petits pas, mais c'est des petits pas importants. Puis ton conseil à toi, Sébastien? Peut-être de lire Drive de M. Pink, parce que tout est un pitch de vente. Constamment, peu importe ce qu'on fait. Là. Vous vendez à votre conjointe, vous convainquez vos frères, sœurs, tout le monde. C'est tout le temps ça. Puis je pense que d'avoir cette façon de présenter les choses puis de les pitcher, c'est la plus petite chose que je conseillerais à quelqu'un de faire pour pouvoir avancer, peu importe ce qu'il veut faire dans sa vie. Last but not least. En fait, c'est à peu près ce que j'allais dire. Je pense que d'être capable de structurer ses idées, puis j'en ai parlé là, structurer une idée, raconter une histoire. Comment est-ce que toi, tu racontes ton histoire? Comment tu la structures? Oui, c'est ça. Là, j'essaie de me rappeler, là, dans le sens... ça part toujours d'un problème, là, mais tout le monde ici, c'est ça. Là, les designers règlent des problèmes, là, fait que c'est d'identifier le problème, mais... Y a-t-il une manière que tu structures le problème? Y a-t-il une manière que je structure le problème? Oui. Comme dans un pitch, des fois, c'est raconter une histoire, ramener à l'autre. Relate. Je sais pas, parce que ça dépend tellement à qui tu essaies de convaincre. Je pense que c'est adapter ton discours. C'est ça. Mais puis même ça, c'est tough parce que tu sais, il faut comme que tu te mettes ton chapeau de... Justement, tu sais, quand on pitchait, on a pitché des investisseurs, j'ai eu tout ça, parce que, il faut que tu parles de la valeur du design, l'expérience d'utilisateur, puis eux, tout ce qu'ils veulent entendre, c'est justement un retour sur investissement, puis c'est comme, tu sais, c'est deux langages différents. Puis de mettre ton chapeau, de parler le langage d'investisseur, ça dépend de chacun, là, mais c'est super difficile, en fait, de parler un langage que tu connais pas. Fait que oui, tu sais, les skills de pitch, là, je suis d'accord que ça me semble être un bon petit pas, là, comme lire des livres sur comment pitcher, comment porter différents chapeaux, parler différentes langues. Mais même pour soi-même, en fait, construire l'histoire pour soi-même, tu sais, comme tu as une bonne idée, puis de juste faire des slides ou peu importe, ça peut être du texte, ça peut être comme un plan avec des bullets, de comme, mais pourquoi c'est important pour moi? T'sais, pourquoi je tiens à cette idée-là? Qu'est-ce que je pense que ça va apporter? Puis de se questionner, pas juste au niveau de l'aspect business, mais même au niveau comme émotionnel, pourquoi cette idée-là m'excite autant? Comme pourquoi je couche le soir dans mon lit, puis je pense à cette idée-là, qu'est-ce qui m'excite cette idée-là? Je pense que de mettre des mots sur ça, en fait, ça vient un peu alimenter la réflexion de comme, mais pourquoi au final c'est une bonne idée? Puis peut-être que c'est une mauvaise idée, mais au moins là, tu sais mieux pourquoi tu es autant attaché à ça. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour vous aider à structurer? Je sais pas. ChatGPT? Moi, tous les jours. Non. Ouais. Oh. Pas pour structurer, mais j'utilise ChatGPT. Ouais. Mais pas pour structurer une idée ou une narrative, non? Pour clarifier, surtout, non? Je dirais. Clarifier des textes ou... ouais. You are an investor.
You're going to En ask fait, me questions about transit. Ben, en fait, fundraising avec ChatGPT, ça va être vraiment plus facile. Je viens de réaliser, tu me fais penser. À l'époque, Go, on sûrement fait que ça un autre m'aurait round. aidé. Mais non, mais au quotidien, moi, je n'utilise pas pour des projets de programmation, là, des hobbies, faire des prototypes, des trucs comme ça, mais pour tout ce qui est. Mais clairement, pour clarifier, pour faire un outline, clairement, je pense que ça doit aider beaucoup à comme, aller plus vite. Là. Ultimement, ça ne remplace jamais. Pour moi, c'est toujours aller plus vite. Mais c'est sûr, c'est bon, ouais. Je trouvais que pour répondre à ta question aussi sur le... souvent, on a tendance à faire des pitchs de vente à travers une histoire. C'est souvent un truc qui fonctionne bien. Je trouve que les meilleurs vendeurs, c'est d'autres qui sont le plus empathiques, en fait. On parlait tantôt de know your audience, puis tout ça, mais ça reste quand même que quand tu comprends c'est quoi le problème de l'autre, pas le tien, mais de l'autre, déjà en partant, il y a une connexion qui se fait. Parce que tu te dis, ben, attends, je suis en train de travailler pour toi, sur ton problème à toi. Souvent, on a tendance à essayer de régler notre problème. Ça va avoir une limite dans son impact. Donc, de bien comprendre c'est quoi le problème de l'autre, c'est une bonne façon de l'approcher. Effectivement. Avez-vous des questions, vous? Tout à l'heure, on a rajouté à la conversation, mais avez-vous des questions plus dirigées envers nos panélistes? Oh. Où ça? OK. On a parlé beaucoup de parler, justement, puis de décrire, puis de convaincre en amont. Puis avez-vous des exemples où il y a des moments où vous avez plutôt, au lieu de demander la permission, vous avez demandé pardon? En gros, que vous avez exécuté des notions que vous saviez qui étaient pertinentes au projet sans nécessairement devoir convaincre la personne en amont? Moi, je veux dire oui. Là. Moi, j'ai des fois des approches cow-boy, là, mais il faut que tu le fasses pour toi-même. Puis des fois, j'ai fait des choses sans être payé, sans demander la permission, mais c'était pas quelque chose qui sortait du cadre. Là. Mais je disais, regarde, moi, je trouve ça vraiment important. Je l'ai fait, ou j'ai fait la formation, puis j'ai payé pas. Tu sais, d'aller un peu plus loin, parce que au final, tu le fais pour toi. Puis il faut pas tout le temps faire ça non plus, là. Mais des fois, ça peut te démontrer l'importance réelle. Puis ça va plus loin que les mots, parce que tu dis, OK, attends, la personne... Elle a pris de son temps pour faire la recherche ou pour faire peu importe ce qu'elle a fait. Puis elle me montre ce qu'elle a fait par elle-même, sans même qu'elle soit rémunérée ou peu importe. Puis je ne dis pas de faire du travail pro bono, mais de le faire pour soi à la base, je pense que c'est encore plus fort quand on arrive avec ça, quand on le présente à quelqu'un ou dans un projet. As-tu des employés qui ont déjà fait ça envers toi? Oui, souvent. Puis tu réagis comment? Bien, en fait, c'est un peu l'approche que la personne est passionnée par ce qu'elle fait, puis elle en mange. Je veux dire, pour moi, ça m'inspire parce qu'elle a des ondes de génie que moi, j'ai pas. Fait que je vais être comme, OK, ben je veux comprendre. Si tu es aussi passionné par ça, c'est parce qu'il doit avoir un angle. Peut-être que moi, je le comprends pas, mais je vais être beaucoup plus à l'écoute. Puis je veux pas faire une longue parenthèse, là, mais c'est comme l'accompagnement de carrière, qui est très trendy en ce moment. Je connais pas beaucoup de monde qui ont beaucoup de succès, qui ont eu un accompagnement de carrière. Tu le fais toi-même. Fait que c'est un peu cette approche-là, de dire j'y crois tellement que je l'ai fait on the side où je continue à pousser de mon côté. Fait que oui, j'en ai eu des gens, puis ça m'a inspiré. Peut-être un autre point aussi, pour répondre à ta question, de mon sens en tout cas, la posture de leader, peu importe encore une fois le titre, vient avec cette j'allais dire obligation-là, mais cette posture-là que de prendre des risques, sur qu'est-ce que tu penses, pas ton point, de dire si tu y crois, go. Si tu y crois, go, on va. Puis c'est souvent un bon test aussi sur le leadership en haut, de voir si c'est pas, un peu à ta question, si c'est pas toléré, ce genre de prise de position-là, il y a un problème en haut. Là. Il y a un problème en haut parce que si la logique est de pouvoir prendre de risques ou de ne pas pouvoir essayer des choses et pas encourager, peut-être la culture a un problème. Mais oui. On va prendre une autre question. T'avais... On n'a pas toute la soirée.
Oui, en parlant il y a déjà de... quelqu'un. Pardon. En parlant de parler le langage du boss de son boss, right, et puis de vendre ses idées, puisque c'est vous les boss, là où vous êtes, lorsque il y a un insight qui arrive jusqu'à vous, right, so c'est qualitatif, right, c'est quoi le cadre de référence ou les filtres que vous utilisez pour déterminer que c'est quelque chose qui vaut la peine qu'on investisse dedans? Les filtres qualitatifs, tu as dit que c'est quelque chose de qualitatif? C'est-à-dire que c'est un insight. Right? Ouais, OK. Donc, ça vient, disons, de la recherche qualitative. Right? On a une compréhension en profondeur de la situation de l'utilisateur. On a fait notre travail pour déterminer, OK, d'après nous, là, la recherche, ça vaut la peine. C'est pour ça qu'on l'amène vers le haut. Mais vous, quand vous recevez ça, comment est-ce que vous déterminez que oui, effectivement, ça vaut la peine? Ouais. Nous autres, la façon que je l'aligne, du moins, ou que j'aligne ce genre de discussion-là, c'est de dire aujourd'hui, souvent les UXR reports vont arriver avec 300 points. Il va y avoir du stock à régler, c'est fou. Puis souvent, je vais avoir tendance à demander aux équipes de dire, OK, trouvez-en 3 qui ont la plus grande valeur avec le moindre coût, puis ça, on va le faire. Peu importe s'il y a du data quantitatif en R. Souvent, je vais y aller avec ce gut-là de dire, si le designer est capable d'identifier ça avec les équipes de dev, là, évidemment, on va y aller avec ça. Mais comment tu définis la valeur? Ben, c'est ça. À ce moment-là, la valeur va avec les équipes de UX. J'ai pas... Mais tu parlais de développeurs, fait qu'il y a comme le costing aussi. Le cost, oui, mais sur la valeur comme telle, ça, c'est effectif. En ce moment, c'est les équipes UX qui vont me dire qu'est-ce qui a le plus... Qu'est-ce qu'ils réussissent à placer dans cette bucket-là. Là. Tu sais, le bucket, là, la plus grosse valeur, on l'essaye. On l'essaye, puis on y va avec ça. Une autre question? Non, Carmen, je voudrais juste ajouter un petit point. Moi, ça a souvent fait la différence dans la méthodologie utilisée. À partir du moment où ta recherche est bien structurée, que c'est justifié, ça apportait du poids, puis les décisions passaient beaucoup plus facilement. Merci. Ça va conclure notre soirée. Donc, je vous remercie d'avoir participé à la conversation. Merci aussi à Sébastien, François et Sam d'avoir partagé leur expertise, leur perspective et tout. Puis finalement, une des grosses conclusions de ce soir, c'est peu importe le titre que vous avez, vos ambitions de leadership, vous êtes toutes des personnes qui avez le potentiel d'influencer dans votre organisation, que ce soit à l'échelle de toute l'équipe, d'une personne ou de vos utilisateurs. Puis j'espère que vous avez retiré aujourd'hui, ce soir, quelques conseils sur comment prendre la bonne posture pour pouvoir le faire un petit pas à la fois. Merci beaucoup. Allô? Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute. Merci aussi à vous pour vos conseils précieux. On prend une photo. Moi, je fais une photo de même aussi, mais j'ai juste mon iPad, je ne veux pas avoir l'air d'une mamie. Merci beaucoup à tous les panélistes. Merci beaucoup, Carmen, pour la participation. Et une grande main d'applaudissements aussi pour Pamela qui présente pour la première fois.